suis photographe, enfin plutôt en amateur quand même. Quand j'ai des idées, des projets, je fais venir des modèles pour leur tirer le portrait. Si je faisais ça professionnellement, est-ce que j'en retirerais le même plaisir? Est-ce que je pourrais faire les mêmes choses aussi? Parce que l'intérêt aussi à faire ça comme ça, c'est que je fais uniquement les photos que j'ai envie de faire. Et c'est pas rien non plus. Ouais, voilà. Ça, en mode je viens de chercher. Ouais, ou en mode copain. Il y a une époque, j'ai essayé de passer un CAP photo en candidat libre. Alors, j'ai pas eu le CAP, mais enfin, je me suis dit, ce serait pas mal de réussir à refaire des procédés comme ça. On peut télécharger les livres en fait, du 19e siècle et ça aide considérablement en fait, pour l'apprentissage. C'est un procédé qui est d'une assez grande finesse pour l'époque en tout cas, même toujours aujourd'hui encore. On est obligé de le développer immédiatement. Ça sèche très rapidement, c'est à base d'éther et d'alcool. Et une fois que c'est sec, ça devient imperméable. Alors quand ça se trouve, on a la plus belle photo du monde. Et on peut rien en faire. Je vais essayer de... Non mais je vais monter un peu la lumière. Je vais monter un petit peu la lumière. Je voudrais essayer de t'éclairer un petit peu plus quand même. Ouais. Ça va peut-être pas être trop simple, mais enfin on va essayer. Voilà. Bon sinon on va réussir à avoir une image. Ouais, c'est pas grave. Le rendu, il est quand même assez particulier. Il y a souvent une profondeur dans la plaque de verre également, qui peut rajouter quelque chose, quoi. Memento Mori, c'est un documentaire sur un photographe qui utilise des procédés anciens. Et du coup, mon rôle, c'était de porter le projet sur son écriture, sur les intentions qu'on voulait développer dans le film. L'intention, c'était de montrer déjà les procédés particuliers qu'utilisait ce photographe, parce que c'est un procédé qui est plus trop utilisé, qui concerne quelques dizaines, voire une centaine de personnes en France. Donc c'était intéressant de mettre la lumière sur cette pratique-là. Et puis aussi, c'était de montrer le travail particulier de cette personne qui a un style bien à lui et de voir comment il utilise ce procédé-là pour servir, lui, son œuvre artistique en particulier. C'était une belle expérience parce que c'est vraiment complètement différent de la fiction. Il y a beaucoup plus d'adaptation au lieu de tournage à la personne et il faut avoir un rapport beaucoup plus humain. Enfin, c'est surtout ça, à mon avis, qui est important dans la réal, même si ça se ressent dans la fiction, c'est vraiment hyper présent dans le documentaire.
Quand je suis dans les airs, ouais, c'est du bonheur, même si c'est hyper court, genre, je sais même pas si ça dure 3 secondes. Et ça dépend vraiment des sauts. Après, je sais qu'il y a sur certains sauts où je sens vraiment que là, je suis en l'air et que je prends du plaisir et je me dis, waouh, c'est trop bien. Ça fait 6 ans du coup que je suis partie de chez moi. Mais au début, c'était compliqué quand même, puisque déjà, plus maman pour faire à manger, plus maman pour me dire, faut te lever, pour faire ci, pour faire ça. Donc même encore maintenant, tout le temps, dès que j'ai besoin de prendre une décision, je l'appelle tout le temps. Oui, Oui, maman? oui, Oui, ça va? oui, toi? Oui, ça va. Hier soir à l'entraînement, 6 mères, on n'était que 5 hein, encore. Oh merde, Ouais, bah oui, non mais... incroyable ça. mais oui, ils sont juste allés à la Beaujoire voir le match quoi. Ah, enfin bon, faut savoir ce qu'ils veulent quand même. Bon, bah, écoute, t'as pas de cours tantôt non plus? Non. Ah bon, je ne sais jamais, moi, c'est incroyable ça. Bon, bah écoute... Ouais, ça marche, je te rappelle ce soir de toute façon. Oui, ok, d'accord. Ouais, Ok, ça marche. d'accord. Bon, Ouais. bah écoute, hein. Ouais, à ce soir. Bah, bon entraînement. Ouais. Quand Laura est arrivée en 2011, c'était et c'est toujours une jeune fille avec de très très bonnes qualités physiques, mais une ossature qui était très fragilisée par sa technique. Donc on a fait tout un travail de reconstruction plutôt que d'en faire une super athlète hors norme dès ses années juniors. Quitte à la voir disparaître après parce qu'elle aurait été tout simplement cassée. On refait. Donc ça, dans la tête de quelqu'un qui veut performer, d'un athlète de haut niveau qui veut performer tout de suite, c'est très compliqué à faire comprendre, en tout cas à cet âge-là. Mais là, t'as monté beaucoup. Bah après, je sais pas, c'est toi. Tu sais même pas en plus combien tu mets. Non mais c'est toi qui choisis. Soit on travaille plutôt cadet, soit on travaille plutôt senior. Là. C'est toi. Tu me dis? Non, c'est bon. Parce que je peux aller descendre. Non, c'est bon. Non, ouais, non. Non. Voilà. On n'essaye pas de faire les choses. Voilà. J'aurais pu mettre un billet dessus. C'est quoi je me dis dans ma tête? Vas-y, passe comme ça, il va se la fermer. On est dans la stratégie. Laura a un caractère bien trempé, voilà, mais je pense que c'est la trace aussi qu'on retrouve souvent chez les athlètes de haut niveau. T'es gentil quoi, 6? Oh là là, mais quelle bonté! Je sors, mais c'est pas rentrer à 7h du matin ou des trucs comme ça, c'est à 3h, je suis chez moi et voilà, donc ça va encore. Et ouais, il faut que je sorte quand même un minimum, il faut que quand même je vive ma vie parce que sinon je pense que je serais pas bien, même que ce soit dans l'athlé ou dans ma vie personnelle. Je suis au bout de ma vie, la vérité. Ah non, là c'est horrible. Des fois, je me sens seule dans des moments où ça va pas, ou par exemple l'athlé ça va me saouler, donc forcément je vais pas en parler à mon coach puisque ça me saoule, donc comme il est lié à ça, voilà. Ensuite, et j'ai pas envie des fois d'en parler à ma mère parce que ça l'inquiète aussi du fait que je lui dis ouais c'est bon l'athlé ça me saoule et tout. Du coup elle dira ah mais Laura faut te motiver. Hein. Du coup voilà, dans ces moments-là parfois, mais ça dure 3 jours quoi, et puis voilà après c'est bon, j'ai refait une bonne séance à l'entraînement, puis bah, c'est bon c'est reparti. Mon plus grand rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques pour commencer. Après, un rêve encore plus au-dessus, ce serait d'être championne olympique. D'être tout le temps au top, quoi.
j'étais assistant polyvalent sur Un Petit Pas, donc qui se résume un peu à assistant réalisateur dans le monde réel du cinéma, mais qu'on appelle assistant polyvalent à Ciné Creatis. Du coup, le but de l'assistant polyvalent, c'est d'organiser un peu tout le tournage, de planifier, de faire des plans de travail pour voir quel plan on tourne à quel moment, et de s'occuper de toute la logistique, donc c'est-à-dire les transports techniciens, les transports de la nourriture, de faire les repas, de nourrir l'équipe. Et du coup, moi, c'était mon rôle et ça s'est plutôt bien passé sur À Petit Pas, donc qui était là un documentaire sur Laura, une athlète qui fait du saut en hauteur. Ce qui a été compliqué, c'est que Laura a une vie assez remplie, donc qui a pas mal d'entraînement, qui bosse dans une fac qui est en fac de sociaux. Ouais, carrément. C'était une bonne expérience parce que c'était nos premiers pas en faisant du documentaire. Et du coup, au sujet intéressant, post intéressant, parce que organiser un documentaire, c'est pas la même chose qu'organiser une fiction. Mais ouais, globalement, j'en retiens une bonne expérience. Je vis maritalement avec donc Eric et j'ai 2 enfants, un de 4 ans, qui est un garçon, et une petite fille de 16 mois. À 16 ans, du coup, je souhaitais rentrer dans la police, donc j'étais au lycée. Je faisais du jiu-jitsu, puisque je suis issue du judo, et mon père est tombé sur un petit flyer proposant le Krav Maga, utilisé par le FBI, le GIGN, bref, ça faisait rêver. Oui. C'était pas très connu encore le Krav Maga, il y avait que des bonhommes déjà. Et en plus ils se tapaient dessus comme des gros bourrins. Donc premier cours c'était horrible, j'avais pas du tout envie d'y aller. Deuxième cours ça allait mieux, puis bah voilà, j'ai tout de suite été mordue finalement. 3 ans après j'ai commencé à enseigner, j'ai passé mes diplômes, et puis il y a maintenant 8 ans je crois, 7-8 ans, on a créé donc avec Eric. 7 ans. Il y a 7 ans, c'est la 8e année maintenant. on a créé le club de Bougnay, où du coup on enseigne tous les deux, on a formé d'autres personnes pour nous aider aussi. Je suis en train de monter ma structure pour proposer des formations en gestion de conflits physiques et verbal. On est là pour apprendre à se défendre et à se protéger, si jamais un jour on se fait agresser. Non. Mais ça fait mal. Doucement, ça fait mal ça. On n'est pas là pour aller agresser les gens. Donc déjà cet apport moral, je le fais dans les cours. Et c'est sûr qu'à mes enfants, je leur transmets des valeurs qui me sont chères. Et notamment ne pas agresser les autres, c'est clair, ça en fait partie. Enfin, c'est la base de la vie en société. C'est vrai qu'avoir des enfants, ça change... ça nous change profondément. Déjà, on découvre un amour absolu. Mais par contre, je pense que je me vois comme toutes les mamans. Ce que je veux, c'est que mes enfants ils grandissent épanouis et heureux, bien sûr en sécurité. Mais c'est pas parce que je suis prof de Krav Maga que je vais être parano ou autre vis-à-vis de mes enfants. Je vais pas les pucer quand ils vont sortir. La méditation, moi tel que je le vis, tel que je m'en sers, c'est un moment pour faire le point sur soi. C'est vraiment complémentaire du Krav Maga, puisque les dernières recherches en neurosciences ont montré que de faire de la méditation, au niveau de la plasticité du cerveau, ça joue. Et ça permet notamment, parmi de multiples bienfaits, d'activer une zone, enfin de travailler sur une zone qui
aide à la lecture de corps. C'est-à-dire que mon cerveau va mieux interpréter vos micro-expressions, votre posture, tout ça. Et donc, au final, si on pousse tout ça, ça permet de détecter les personnes agressives aussi. La sophrologie, la méditation et surtout la préparation mentale qui relie les deux. Là, effectivement, on va pouvoir aider à gérer ces moments-là sans grimper dans l'escalade de l'agressivité et tout ça. Donc, voilà. Le Krav Maga est un support qui peut répondre à beaucoup de choses. Ma vision du projet, c'était d'essayer d'offrir une autre vision des sports de combat, donc plutôt que de quelque chose de violent, d'agressif, de brutal, voir toute la maîtrise de soi que ça implique, la rigueur, et du coup une certaine philosophie de vie qui en découle derrière, quoi. Un truc que moi j'avais pas complètement pris en compte, c'est l'imprévu et puis la réalité des gens qu'on rencontre d'une certaine manière et qui se développe après. Il y a une relation qui se crée, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de dire à propos de ces personnes-là et effectivement c'est pas complètement conforme aux intentions de base qui ont beaucoup évolué depuis, quoi. J'ai pu tourner une scène de combat. Donc c'était cool, on a pu faire une lumière travaillée, très stylisée qui fait contraste du coup avec le ton forcément naturaliste, documentaire quoi, du reste du métrage. Donc ouais, ça c'était cool, c'était une bonne expérience. Mille jours sans ma fille, honte à la France! Léon est né en 2011, le 15 août 2011, et ça a commencé en 2012. Et progressivement, mes droits se sont amenuisés et finalement se sont réduits à 2 fois 2 heures mensuelles en visite médiatisée. La maman avait des peurs concernant l'enfant, elle avait peur que je m'en occupe pas bien, elle avait peur, peut-être des peurs, elle a fait une projection sur moi et donc son but c'est de me destituer de mes droits totalement. Ça contribue à la destruction de ma fille et ça,
Je le refuse. Le juge m'a condamné à 90 jours amende à 10 €. Et lorsque tu payes pas tes jours amende, ils sont venus à mon domicile, ils m'ont embarqué. Et en tout, j'ai passé 135 jours à la prison de Lorient. L'engouement de la presse autour de cette affaire-là, ça a fait pchit au bout de 6 mois. Et il se passe rien. Parce que franchement, 2 fois 2 heures en visite, comment on appelle ça? Visite médiatisée. Ça me rappelle la prison quand je vais en promenade, en gros. Quand tu es en prison, tu as la promenade le matin, tu as 1 heure de promenade le matin en prison, tu as 1 heure de promenade l'après-midi en prison. Et ben avec ma fille, c'est pareil. On me donne 2 fois 2 heures. C'est en visite médiatisée dans un centre fermé. On nous enferme pas à clé, mais par contre, j'ai le droit de déjeuner avec ma fille. Et pour déjeuner dans le local de cuisine du lieu médiatisé, c'est un garage. Un garage. Le truc, il fait 20 mètres carrés. L'enfer, quoi. Les pères, certains pères vivent un enfer. À force d'être stigmatisés, mais c'est vraiment une torture. Pour certains papas, c'est de la torture. Un mot de la fin, je dirais, rendez-nous nos enfants. Du coup, nous, on a eu un projet un peu spécial puisqu'on avait commencé pendant toute notre période de prépa un autre projet où du coup j'étais réal et Léa, mon assistante réal. Et à 3 jours de notre projet, en fait, on s'est fait abandonner. Donc du coup, c'est Léa qui avait trouvé un autre sujet qui du coup est passé réal et du coup on a dû échanger les rôles. Le plus gros challenge au niveau des intentions de notre film, c'était d'établir un portrait d'Eric en toute objectivité. Parce que c'est une histoire assez peu commune et à la fois qui touche énormément de personnes, dans le sens où c'est un père qui se bat pour revoir sa fille. Ça fait 3 ans qu'il ne l'a pas vue. Et du coup, la difficulté, c'était de porter aucun point de vue, aucun jugement. Je me suis rendu compte que le documentaire, c'était autre chose que juste une prise de vue. Dans le sens où justement cette relation de confiance avec la personne, c'était au-delà du film. Par exemple, à un moment, on filmait dans la rue, donc il y avait les gens qui nous regardaient, et c'était le moment où Eric, il faisait une pancarte, et c'était marqué 1000 jours sans ma fille, et il la brandissait haut en plein milieu de la rue avec toute la foule. Et évidemment, les gens s'arrêtaient sur leur passage parce qu'il y avait la caméra. Le documentaire en lui-même est formateur parce qu'on filme de l'humain, et c'est du coup autre chose. Donc je pense que ça a pu être enrichissant en dehors de nos travers personnels. C'est l'inattendu et je pense que forcément c'est enrichissant comme expérience. Ça va faire 17 ans maintenant du coup que ça a commencé. C'est une addiction. C'est comme quelqu'un qui est drogué et qui a besoin de sa dose, quoi. Je mérite pas d'être heureuse. Je mérite pas le bonheur, je mérite pas de me faire plaisir. C'est énormément de souffrance. C'est une réelle maladie.
C'est un suicide comme un appel à l'aide. C'est un suicide à petit feu, ouais. Quand j'ai revu la photo, ça m'a... de me voir comme ça, je me dis, ça m'a choquée, quoi. Je me dis, ouais, j'étais vraiment... J'étais arrivée, ouais, un poids, c'est fou. Un poids important, c'était sûr. Moi, je me disais, ma fille n'aura pas de problème de poids parce que je vais y veiller, c'est-à-dire que je vais l'empêcher de manger ce qui va la faire grossir. Et en réalité, voilà, on a pu maintenir tant que tu étais pas trop autonome, mais dès que tu as eu de l'argent de poche, forcément, après, quand on peut plus tout maîtriser. Et t'étais sortie de mon espace de contrôle, et voilà. J'allais manger en cachette, il y avait quand même tous ces trucs-là où j'avais déjà ce lien avec la nourriture, où je savais quand ça allait pas bien, je mangeais. Donc il y avait cette espèce de vide intérieur que j'avais besoin de combler, et donc là j'ai basculé dans la boulimie, quoi. Donc la thérapie familiale, pour moi, ça a été quelque chose, oui, de vraiment bénéfique, dans le sens où j'ai découvert un papa. Ça m'a permis de créer vraiment un lien avec lui, et de me rendre compte concrètement de l'amour qu'il pouvait avoir pour moi, parce que déjà venir à la thérapie familiale, c'était quelque chose d'énorme, quoi. Un effort pour lui, Et je me dis, il a fait ça pour moi, donc c'est que il m'aime forcément, quoi. Et je me dis, j'ai énormément de chance de t'avoir toi et de papa. On va pleurer cette Oui. Ce que ça m'apporte, c'est d'avoir déjà une activité dans laquelle je m'épanouisse. Je pensais pas que ça pourrait m'apporter autant de bien-être, en fait, et puis que quelque chose réussirait à prendre le pas sur mes crises de boulimie, en fait. Elle s'appelle Ambre et elle a 4 ans et demi maintenant. Sa naissance a été un grand changement dans notre vie. Donc à l'époque, j'étais avec son papa encore. Je pense que jusqu'à présent, j'avais malgré tout l'impression, dans un sens, de gérer plus ou moins ces crises, d'avoir un certain contrôle dessus. Jusqu'à une après-midi où je me suis fâchée parce que Ambre avait fait quelque chose sur le coup qui m'avait pas plu. Alors d'habitude, je me serais jamais énervée comme ça. Et là, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir ? Je suis une mauvaise mère. Je veux pas lui transmettre mes peurs, en fait. Je veux pas que pour elle la nourriture soit un problème. Ça a été compliqué avec ma mère, c'est compliqué pour moi, et je me dis, il est pas question que ça continue comme ça de génération en génération, quoi. Je serai peut-être pas la meilleure maman du monde aux yeux des autres, mais ce que je veux, c'est être la meilleure maman du monde pour elle. Et si elle le ressent comme ça, j'ai tout gagné, quoi.
Les défis, ça a été dans un premier temps de parvenir à illustrer visuellement ce qu'était la boulimie. Parce que forcément, on ne peut pas se permettre de filmer une crise de boulimie. Et c'est quelque chose de très psychologique, c'est une maladie psychologique qui n'est pas forcément bien comprise par la société. En tant que monteur, on avait pour ambition, dans une première partie de la première séquence du film, de faire un montage très cut. L'idée, c'était ici de faire une accumulation de beaucoup d'images de nourriture, vu qu'on travaillait sur la boulimie, pour essayer de faire ressentir au spectateur une espèce d'excès, de trop. Et puis sur le reste du film, on a un montage qui est plus classique. On a essayé de reproduire une certaine vérité à travers le rythme d'une journée vécue par Elodie. Le souvenir que j'en ai, c'est que notamment en post-production, on a bien galéré. C'était complexe. Mais au final, c'est une bonne expérience. La plupart des gens ne regardent pas, en fait. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a autour d'eux. Et moi, c'est de capturer ces moments-là et de les partager. Je vais être extasié par un petit truc, et genre eux, ils vont passer à côté comme s'il n'y avait rien, en fait. Et moi, n'importe quelle chose, je sais pas, des reflets, des lumières, et surtout la street photographie, entre guillemets, les gens qui font leur simple vie, qui se baladent. Ouais, j'aime les prendre en photo comme ça. La plupart des gens que j'interpelle, en fait, je les valorise déjà, parce qu'ils se sentent flattés, comme elle disait. Et après, ouais, des fois, je pense que je leur demande, parce que de toute façon, après, tout dépend avec la personne. Des fois, je peux rester 5 minutes, je parle 5 minutes, des fois, je peux rester plus longtemps. Et ce qui fait que, voilà, dans la conversation, peut-être que ça va venir et qu'ils disent, ouais, que ça leur a fait du bien, que quelqu'un s'intéresse à eux, enfin voilà, quoi. Devant les gens. Là, tout vous pouvez photographier, mais la personne elle-même, vous n'avez pas le droit de la filmer. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Tapez-nous. C'est un militaire, moi. Je porte l'uniforme. Tapez-moi. Je sais que j'ai des fragments de l'extérieur. J'ai des fragments dans l'épaule. Tapez-moi. Je suis prêt. J'ai vu des collègues à mourir. J'ai vu des camarades mourir. Je suis prêt. Voilà. Moi, je suis le M. Vous avez Insta Ice Pixel, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez.
bien te prendre en photo. Ok. Tu dégages quelque chose? Je garde ça. Vas-y, Pour très bien. montrer que je suis un citoyen normal déjà. Mets-toi. Moi je montrerais mettre ici. Parce que ça, pour quelqu'un qui va marcher toute la journée, il va rêver de ça. C'est un truc à 3,90. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas ça de la journée. Je trouve que la photo m'a un petit peu recentré. Ça m'a permis de m'ouvrir sur certains points de vue, sur certaines personnes, et ça reste quand même dans l'effet street. Mon travail, c'était beaucoup en amont du projet, toute l'organisation, pour que eux, au moment du tournage, vu qu'on tournait en ville, ils aient pas de pépins, quoi. Et donc ça a été notamment d'obtenir des autorisations de tournage auprès de la ville de Nantes. Et sinon après, c'était sur le tournage, aider Guillaume qui était à l'image, au cadre. Quand il avait besoin du trépied, fallait que je sois réactif et que je lui passe rapidement. Au début, c'était un peu, on filmait à tout va, et puis on se disait, on verra après ce qu'on aura, on verra bien, c'est le titre. Et à la fin, on a travaillé plus justement pour essayer de trouver, vraiment d'enregistrer que vraiment les moments qui nous paraissaient pertinents. Enfin, je faisais ça du coup. Et travailler des images aussi plus léchées. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait au final, c'est de laisser parler les images et le son eux-mêmes. On n'a pas besoin de ces explications. Ils parlent quasiment pas dans la version finale. Ouais. Du coup, on implique beaucoup plus le spectateur dans le film, puisque c'est à lui de ressentir les émotions, quoi. C'est ça. La rue, elle est faite pour que ça soit un flux continu, que rien ne vienne perturber ce flux. C'est un flux économique avant tout. La ville, elle est pensée comme ça, pour être rentable. C'est juste une petite goutte d'eau, ce que je fais avec mes peintures ou les banderoles. Mais ça participe en fait. Et c'est sur le long terme qu'après, tu vois, tu as un climat, une atmosphère, une ambiance. Et en plus, quand t'as des beaux visuels, quand tu crées des belles banderoles, tu peux recouvrir toute une ville en une nuit si t'es assez motivé, quoi. C'est ça qui est bien. J'aime bien réagir à répondre à l'actualité comme ça. C'est pas tant de taf que ça, réaliser dans la rue. Une fois que t'as découpé le pochoir, après, c'est l'histoire d'une minute ou deux. Mes tout premiers pochoirs, je les peignais vraiment à même le mur. Si tu es pris en train de bomber, tu passes en dégradation, mais l'amende est beaucoup plus forte. Quand la police finit par les toper, là il y a des graffeurs qui ont ils ont des ardoises de plus de 100 000 euros, quoi.
Dans le combat que je mène, c'est un combat anti-autoritaire, libertaire, donc forcément, étant donné que je fais de la politique, que je milite, forcément ça va se répercuter sur ce que tu fais. Comme je baigne vraiment là-dedans, j'ai décidé de conjuguer les deux. Et ça, je trouve ça assez important justement d'avoir un impact politique dans ta ville. Ça touche plus les gens, j'ai remarqué ça, notamment quand c'est des références culturelles qui sont partagées comme le cinéma. Faut se réapproprier la rue, ça c'est une évidence en fait. Il y avait un slogan en 68, c'était mis en blanc, peuple mai. Je coule dans la rue, je regarde s'il y a un spot assez intéressant, quoi, qui fasse parler l'image, qui a un rapport, un raccord. Pour les murs en la parole, en fait, vu que c'était sur un artiste qui faisait des pochoirs dans la rue, on a voulu donner un son très urbain, enfin un rendu très urbain au montage. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette séquence au début où il y a un flow de... On a voulu représenter le flot de personnes qui circulaient par exemple dans le centre-ville de Nantes. Et donc pour ça, on a choisi un montage très saccadé, presque épileptique en fait. Dès le début, en fait, il nous a expliqué qu'il voulait pas être vu et pas être reconnu. Du coup, lors des passages en interview, on a essayé de jouer sur le contre-jour lors du tournage, qu'on a légèrement accentué à l'étalonnage. Et on a pris la décision aussi de mettre en effet sur sa voix. fait, dans ma vie actuelle, je m'emmerde. Parce que là, j'arrive à faire 2-3 trucs que j'ai envie. Les choses qui me font réellement vivre aujourd'hui, c'est voir ma copine, bricoler et rouler. C'est vraiment les activités fortes autour de lesquelles je me construis. Ce qui fait qu'en fait, quand je fais pas ça, je me fais chier. Et quand je me fais chier, je déprime. J'ai 23 ans et pourtant, je me sens mal à l'aise. Quand je suis entouré de jeunes plus ou moins similaires, mettons, quand j'arrive dans un lycée ou dans une fac. L'autre jour, je suis allé à la fac pour recruter des figurants pour un tournage, je me suis senti grave mal à l'aise. C'est pas mon univers, c'est pas mon type de personne. J'ai vu un mec avec des patchs Iron Maiden dans le dos, mais j'ai couru vers lui. Parce que putain mec, t'es ma bulle d'oxygène. Voilà, je me suis toujours considéré en marge. Parce que j'ai d'autres références, d'autres sources que les gens, et je me suis retrouvé énormément dans le métal. J'ai appris à arrêter de me détester avec le métal. Le métal m'a apporté une certaine force, une certaine volonté face à la vie, de lutter contre les éléments et les problèmes qui m'arrivaient. En étant marginal, je connais aussi les problèmes qui sont liés à ce genre de culture. Je
connais la solitude, je connais l'angoisse, je connais les problèmes de famille, je connais le manque, par exemple j'ai pas de père, donc du coup je connais le manque de rapport au père. Je connais beaucoup de choses, et du coup j'aide les gens. Aujourd'hui je fais partie de ma propre culture, que j'ai trouvé mon cercle d'amis, mon cercle de culture, référence Kaamelott. J'ai trouvé ce qui me plaisait, la façon dont je dois mener ma vie qui me plaît, qui m'arrange, et surtout dans laquelle je ne suis pas seul. Et c'est la solitude qui m'effraie, plus que les Klingons. Beaucoup plus que les Klingons. J'imagine que d'être dans le monde de la moto, dans le monde des bikers, dans le monde des hommes en cuir qui passent pour des délinquants, ça me rassure aussi sur un petit côté. Peut-être un côté viril et peut-être un côté communautaire que j'ai pas forcément avec le reste de ma génération. Peut-être le fait d'être avec des motards, ça m'apporte des amis, ça me rassure, ça me solidifie, ça m'apporte des repères. La moto, c'est quelque chose de très particulier, très intime. La bécane, c'est un domaine où je me sens bien, je me sens à l'aise, je me repose. Tu prends un bouquin Harry Potter, je crois que c'est dans le troisième, non le premier, quand Harry vole pour la première fois sur son imbus. En fait, dans le bouquin, ça décrit exactement ce que j'ai ressenti, ce que je ressens à chaque fois que je démarre. Harry s'envole, et c'est comme si tous ses problèmes avaient été laissés derrière. Qu'il y avait une empreinte noire dégueulasse à l'exact endroit où il avait décollé. C'est-à-dire que lui, tous ses problèmes sont restés sur place, il a fait corps avec son balai pour ensuite voler. Je ressens la même chose quand je démarre ma moto et que je parcours les premiers mètres. Il y a le moi toxique, plein de problèmes et de pensées obscures, qui reste derrière. Je m'occupais de la lumière et du cadre. Et avant, j'étais très très fan de la lumière naturelle, disons. Et là, j'ai pu expérimenter les deux. J'ai pu faire une lumière totalement artificielle qui essaie de retranscrire une lumière du jour naturelle. Les intentions, c'était au départ dans l'interview, avoir une lumière qui soit plutôt froide comme celle du matin. Et après, quand Victor part en moto, avoir une lumière qui soit beaucoup plus chaleureuse parce qu'il est dans son cocon, quoi. La première fois que je travaillais la lumière sur un projet, j'étais personnellement assez satisfait de ce que j'avais fait. J'étais perchman monteur sur le film En vol. C'était une expérience particulière, on va dire, parce que c'était ma première expérience de montage. J'ai commencé par le documentaire, c'est pas forcément facile. On est arrivé après 2 jours de tournage avec 5 heures de rush. Du coup, on a tout déroché en un week-end, 8h, 19h, tout le week-end, quoi. Et le plus dur, c'était de trouver une structure, quoi, sur le documentaire. Niveau perchman, c'était assez compliqué de percher des interviews pendant 4 heures, parce qu'on ne bouge pas et on porte la perche à bout de bras, mais c'était aussi une expérience intéressante de savoir comment capter un son, où et quand. C'était cool parce que vu qu'on a fait un documentaire sur un biker, on a pu faire de la moto, de la vraie moto, très vite, et c'était très bien.
On va dire que j'ai travaillé pendant des années et du jour au lendemain j'ai perdu mon travail. Donc, j'ai fait les intérims, j'ai travaillé dans les intérims et depuis quelques temps je ne trouve plus rien dans les intérims. Soit parce qu'on te dit que tu es trop âgé pour 40 ans, ou alors au jour d'aujourd'hui ils te font faire des tests. Et, les tests sur ordinateur, c'est pas forcément génial parce que c'est trop rapide et t'as pas le temps de répondre des fois. Donc ça te plante. Mihai Dumitru, România, București, România, Franța, fraternitate, America, fraternitate, Helsinki, Berlinul, multă capacitate, dar nu pare eu, nu pare. Politica e gravă la mine, gravă politica, dar nu pare francez. Je les aide, ils m'aident. Et ils m'ont accueilli comme une famille. Et j'ai eu une caravane. Voilà.
Hop, hop, hop. Hadi Moshe. Bueno. Just. Francia. Oh. Vine mucho frío, noaptea tremurâm. Zero. Zero. 10 gradi, 5 gradi. Depinde. Oh, Tem, dugudu. La Romania. T'as des personnes qu'on a trouvées des fois sur nos terrains, qui dormaient à même le sol des fois. On a découvert ça une fois et au lieu de laisser dormir dehors l'hiver, eh ben, on l'a accueilli dans une des caravanes. La personne avait plus de 80 ans. Selon ce que tu vis dans ta vie, je pense qu'il y a des choses qui font que ça devient naturellement d'aider les gens qui sont peut-être dans la misère. On va faire un appartement. C'est question d'hygiène déjà. Mais dans une caravane, en fin de compte, c'est pas la même vie, mais tu peux y vivre aussi. Hein. C'est pas la même vie. T'es plus libre. Attends, je suis bien pour tout là? C'est une bonne question. Bah, en fait, il faut savoir qu'il est effectivement devenu schizophrène, donc du coup la question marche pas trop. Non, au niveau du son, paramétrer de sorte à atténuer toutes sortes de bruits au maximum. On peut pas absolument tout prévoir, comme on dit, mais t'as beau connaître ton matos par cœur, tu maîtrises pas du tout l'environnement ou les gens, ouais. La genèse du projet, il a fallu s'intégrer avec les Roms, parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes habitudes, Il y a des sous-titres dans le film, sauf que nous, en fait, on parle pas rome, donc on comprenait que dalle à ce qu'il disait. Et donc, c'est le réalisateur Xan qui, du coup, est allé, pendant les horaires de montage, sur le camp de Rome et a demandé à des gosses de traduire les interviews, les trucs, les machins. C'est assez drôle. La plupart des gens ne regardent pas, en fait. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a autour d'eux. Et moi, c'est de capturer ces moments-là et de les partager.
Je vais être extasié par un petit truc, et genre eux, ils vont passer à côté comme s'il n'y avait rien en fait. Et moi, n'importe quelle chose, je sais pas, des reflets, des lumières, et surtout la street photographie, entre guillemets, les gens qui font leur simple vie, qui se baladent. Ouais, j'aime les prendre en photo comme ça. La plupart des gens que j'interpelle, en fait, je les valorise déjà, parce qu'ils se sentent flattés, comme ils disaient. Et après, ouais, des fois, je pense que je leur demande, parce que de toute façon, après, tout dépend avec la personne. Des fois, je peux rester 5 minutes, je parle 5 minutes, des fois, je peux rester plus longtemps. Et ce qui fait que, voilà, dans la conversation, peut-être que ça va venir et qu'ils disent, ouais, que ça leur a fait du bien, que quelqu'un s'intéresse à eux, enfin voilà quoi. Demandez l'avis des gens. Là, tout ce que vous pouvez photographier, mais la personne elle-même, vous n'avez pas le droit de la filmer. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Tapez-nous. C'est un militaire, moi. Je porte l'uniforme. Tapez-moi. Mais ça, c'est que j'ai des fragments de l'extérieur. J'ai des fragments dans l'épaule. Tapez-moi. Je suis prêt. J'ai vu des collègues à mourir. J'ai vu des camarades mourir. Je suis prêt. Voilà. Moi, je suis le M. Vous avez Insta Ice Pixel. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Je voudrais bien te prendre en photo. Ok. Tu dégages quelque chose? Je garde ça. Vas-y, Pour très bien. montrer que je suis un citoyen normal déjà. Mets-toi. Bah, moi, je montrerais me mettre ici. Parce que ça, pour quelqu'un qui va marcher toute la journée, il va rêver de ça. C'est un truc à 3,90. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas ça de la journée. Je trouve que la photo m'a un petit peu recentré. Ça m'a permis de m'ouvrir sur certains points de vue, sur certaines personnes, et ça reste quand même dans l'effet street. Quelle expérience. J'en ai eu plusieurs. Documentaire, j'imagine. On est d'accord. En 3 mots, plaisir, équipe, amitié. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rencontres. Grâce à ça, en fait. Ouais, et il y a eu plusieurs réactions. Il y a des gens qui étaient très contents et qui venaient vers nous, mais d'autres... il y a une fois, on a failli se faire Oui. un peu taper, quoi. Ouais. Après, il faut juste savoir expliquer pourquoi tu fais ça. Et... Ouais, faut trouver les mots. On voulait retranscrire... déjà, on faisait un documentaire sur un street photographe, donc on voulait vraiment que le spectateur se mette dans sa peau, avec un travail sur les sons, donc vraiment être en immersion dans la rue. Et aussi être à la rencontre des autres, en rapport avec le travail de David, en fait, le photographe. Et le but, ouais, c'était vraiment de faire la rencontre avec la rue et avec les gens aussi.
Dès que je suis arrivé au foyer, j'ai vu ma femme et j'ai dit, j'ai même pas demandé son nom, j'ai demandé, j'ai envie de me marier avec vous. Hein, direct, et elle m'a dit, il est fou ce mec-là. Physiquement, je le trouvais beau garçon, ça je vais pas mentir. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il a, il a déjà des enfants. Et forcément, moi je savais que pour moi c'était un peu plus compliqué parce que non contente de, on va dire, de plaire à Philippe, je savais aussi qu'il fallait qu'il y ait la famille. On se marie pas avec la famille, mais ça n'empêche qu'il fallait quand même que ses enfants m'apprécient et c'était pas forcément gagné. Moi je voulais sortir avec elle et elle m'a fait de la misère pour... Oh, de la misère. C'est la misère pour moi. Et moi qui vraiment voulu. En fait, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ma femme. Elle a été avec Stéphane, un copain. Et quand elle a quitté Stéphane, j'ai dit direct, j'ai dit, mais tu veux sortir avec moi? Voilà, mais il a pas caché sa joie, il était Ouais. tellement content qu'il Voilà. était mort de rire. Moi je pleurais quand même. Laisse-moi le temps de digérer ma séparation et puis toi on verra peut-être après. Au bout de 5 ans. Ah oui. Quand même. Une fois qu'on s'est mis ensemble, j'ai pris plus le temps de le connaître, donc du coup je me suis aperçu que je pouvais passer à côté de plein de choses. Et qu'il fallait que je m'ouvre un petit peu plus peut-être. Il a juste vu que j'étais heureuse avec lui, que j'étais pas obligée de jouer un rôle ou quoi. Enfin, je suis restée moi-même. C'est ma femme, c'est tout pour moi. Hein, c'est vrai. Oui, et c'est pareil pour moi. Non, il est Oui, il était bien chaud, mon chocolat. Généralement, quand même, les gens sont plutôt agréablement surpris, on va dire, de nous voir ensemble. Moi, après, avec mes années d'expérience, si je peux dire, j'ai appris aussi à relativiser, parce qu'avant, c'était... moi, dès qu'on me regardait mal ou quoi, j'étais agressif. Puis je me suis vite rendu compte qu'à force, ma famille aussi, ils m'ont dit, c'est pas en réagissant comme ça que tu vas te mettre les gens dans ta poche. Donc essaye, même si c'est pas toujours marrant, soit tu le prends avec humour, ou soit à la limite, gentiment, mais sois moins agressif. Donc j'ai appris à essayer d'être un peu plus posé. Après, des fois, j'agresse parce qu'on m'agresse, donc c'est normal. J'ai eu le temps de me faire aux critiques des gens, je pense. Ah oui, mais moi, non, pas moi. Ça ne veut pas dire que j'accepte pour autant, mais ça fait partie de nous, donc on vit avec et puis ça s'oublie. Enfin, moi je dis ça, mais ça s'oublie un peu après. Un qui valide et un qui n'est pas valide, pour moi, tous les deux sont pareils. Ouais, c'est vrai. Ou alors finalement, si être valide, c'est le reflet de certaines personnes, je préfère encore être comme je suis. Le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, je pense que c'est comme tout le monde. Hein, on est plus heureux, donc entre guillemets. Il y a des auxiliaires de vie qui m'ont dit, depuis que tu es marié, t'as changé. Enfin, je suis moi-même, mais sur certains points de vue, j'ai plus appris à avoir plus confiance en moi. Hein? Vas-y. Ok. On a une professionnelle, hein. On lui demande de manger des croquettes, elle mange des croquettes. Le chat, il est à moi. J'ai vu, elle avait 4 mois. 4 mois. Et quand j'emmenais des copines chez moi, hein, ma chatte, elle est restée à chaque fois. Et quand ma femme Géraldine a amené, quand elle partait chez moi, elle allait à la porte, elle miaulait. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est pas. Donc on a une relation amoureuse. En tant que personne à mobilité réduite, c'est bien, mais pas. C'est souvent pas concevable. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est pas concevable que, par exemple, on dorme dans le même lit. Voilà. Ça choque beaucoup. Un couple marié, ça dort dans la même chambre, c'est logique.
Enfin, pour nous, c'est logique, mais du Ouais. coup, c'est juste faire l'amalgame de la sexualité et de l'handicap, en fait. Je suis accro de ma femme, c'est ma beauté, c'est tout. Hein. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit clap des familles? Oh non, t'es petit ton club. Alors déjà, il fallait trouver un café, que tout le monde soit d'accord. Comme ils étaient en fauteuil, il fallait faire attention que ce soit accessible. Il n'y avait pas beaucoup de clients ce jour-là, donc ça nous a aidé aussi. Après, il y avait des problèmes niveau son, mais bon. c'est pas- Les travaux juste à côté, par contre, c'était vraiment une galère, mais finalement, on avait une équipe au son qui était mais top. Je sais pas, on est resté une après-midi dehors. Ouais, mais ça n'a pas été une séquence compliquée à... Ouais. Non. Donc non, et puis Géraldine et Philippe Organisation. se sont bien mêlés au jeu, donc non, très bonne expérience niveau organisation. On a décidé de laisser beaucoup de place à la parole, parce que Géraldine et Philippe parlaient beaucoup. Ouais. Et je dirais surtout que c'est le rythme ici qui fait qu'on ne s'endort pas pendant le film. Toujours mettre des Après, rebondissements, ouais, voilà. toujours rajouter des choses pour pas que ça redescende et qu'on commence à s'ennuyer un peu. Voilà, on a essayé de faire en sorte que Mamie Huguette ne s'endorme pas. Elle ne s'est pas endormie. Quand je suis dans les airs, ouais, c'est du bonheur, même si c'est hyper court, genre, je sais même pas si ça dure 3 secondes. Et ça dépend vraiment des sauts. Après, je sais qu'il y a sur certains sauts où je sens vraiment que là, je suis en l'air et que je prends du plaisir et je me dis, waouh, c'est trop bien. Ça fait 6 ans du coup que je suis partie de chez moi. Mais au début c'était compliqué quand même, puisque déjà plus maman pour faire à manger, plus maman pour me dire faut te lever, pour faire ci, pour faire ça. Donc même encore maintenant, tout le temps, dès que j'ai besoin de prendre une décision, je l'appelle tout le temps. Oui. Oui maman? Oui. Oui, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Hier soir à l'entraînement, Cimer, on n'était que 5 encore. Oh merde. Ouais, bah oui, non mais... Incroyable ça. Mais oui, ils sont juste allés à la Beaujoire voir le match quoi. Ah, enfin bon, faut savoir ce qu'ils veulent quand même. Bon, bah, écoute, t'as pas de cours tantôt non plus? Non. Ah bon, je ne sais jamais, moi, c'est incroyable ça. Bon, bah écoute. Ouais, ça marche, je te rappelle ce soir de toute façon. Oui, ok, d'accord. Ouais, Ok. ça marche. D'accord. Bon, Ouais. bah écoute, hein. Ouais, à ce soir. Bah, bon entraînement. Ouais. Quand Laura est arrivée en 2011, c'était et c'est toujours une jeune fille avec de très très bonnes qualités physiques, mais une ossature qui était très fragilisée par sa technique. Donc on a fait tout un travail de reconstruction plutôt que d'en faire une super athlète hors norme dès ses années juniors. Quitte à la voir disparaître après parce qu'elle aurait été tout simplement cassée. On refait. Donc ça, dans la tête de quelqu'un qui veut performer, d'un athlète de haut niveau qui veut performer tout de suite, c'est très compliqué à faire comprendre, en tout cas à cet âge-là. Mais là, t'as monté beaucoup. Bah après, je sais pas, c'est toi. Tu sais même pas en plus combien tu mets. Non mais c'est toi qui choisis. Soit on travaille plutôt cadet, soit on travaille plutôt senior. Là. C'est toi. Tu me dis? Non, c'est bon. Si je peux aller descendre? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, non. Non. Voilà. On n'essaye pas de faire les choses. Voilà. On aurait pu mettre un billet dessus. C'est quoi, je me dis dans ma tête? Vas-y, passe comme ça, il va se la fermer. On est dans la stratégie. Laura
un caractère bien trempé, voilà, mais je pense que c'est la trace aussi qu'on retrouve souvent chez les athlètes de haut niveau. T'es gentil quoi, 6. Oh là là, mais quelle bonté. Je sors, mais c'est pas rentrer à 7h du matin ou des trucs comme ça, c'est à 3h, je suis chez moi et voilà, donc ça va encore. Et ouais, il faut que je sorte quand même un minimum, il faut que quand même je vive ma vie, parce que sinon je pense que je serais pas bien, même que ce soit dans l'athlé ou dans ma vie personnelle. Je suis au bout de ma vie, la vérité. Ah non, là c'est horrible. Des fois, je me sens seule dans des moments où ça va pas, ou par exemple l'athlé, ça va me saouler, donc forcément, je vais pas en parler à mon coach puisque ça me saoule, donc comme il est lié à ça, voilà. Ensuite, et j'ai pas envie des fois d'en parler à ma mère parce que ça l'inquiète aussi du fait que je lui dis ouais, c'est bon, l'athlé, ça me saoule et tout. Du coup, elle dira, mais Laura, faut te motiver. Hein. Du coup, voilà, dans ces moments-là, parfois, mais ça dure 3 jours, quoi, et puis voilà, après, c'est bon. J'ai refait une bonne séance à l'entraînement, puis bah, c'est bon, c'est reparti. Mon plus grand rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques pour commencer. Après, un rêve encore plus au-dessus, ce serait d'être championne olympique. D'être tout le temps au top, quoi. C'est la force de la culture face à la culture de la force. On était avec une sportive de haut niveau et on était avec son entraîneur et il a fallu être réactif au bon moment pour avoir les bonnes prises de vue et tout. Et du coup, pour communiquer avec son équipe, il a fallu travailler, quoi, je trouve. Et surtout que le documentaire, c'est loin de la fiction. Mm. C'est pas du tout la même chose. En termes d'organisation, donc moi qui étais assistant polyvalent, on est loin de la fiction, c'est plus du réel, donc on voit ce qui se passe sur le moment, ce qui n'est pas évident. Mais si je pense que tu apprends beaucoup pour filmer de la fiction. Et retranscrire le réel. Ouais, ce qui n'est pas évident non plus. On s'est organisé en fonction d'elle parce qu'elle avait aussi une journée bien chargée, donc au oui. final, et puis son on l'a coach suivi, aussi, quoi. son coach, il pouvait pas venir quand on voulait. Du coup, c'est encore une fois filmer le réel, quoi.
Je vis maritalement avec donc Eric et j'ai 2 enfants, un de 4 ans, qui est un garçon, et une petite fille de 16 mois. À 16 ans, du coup, je souhaitais rentrer dans la police. Donc j'étais au lycée. Je faisais du jujitsu, puisque je suis issue du judo. Et mon père est tombé sur un petit flyer proposant le Krav Maga, utilisé par le FBI, le GIGN, bref, ça faisait rêver. Oui. C'était pas très connu encore le Krav Maga, il y avait que des bonhommes déjà. Et en plus ils se tapaient dessus comme des gros bourrins. Donc premier cours c'était horrible, j'avais pas du tout envie d'y aller. Deuxième cours ça allait mieux, puis bah voilà, j'ai tout de suite été mordue finalement. 3 ans après j'ai commencé à enseigner, j'ai passé mes diplômes. Et puis il y a maintenant 8 ans je crois, 7-8 ans, on a créé donc avec Eric. 7 ans. Il y a 7 ans, c'est la 8e année maintenant. on a créé le club des Bournais, où du coup on enseigne tous les deux, on a formé d'autres personnes pour nous aider aussi. Je suis en train de monter ma structure pour proposer des formations en gestion de conflits physiques et verbal. On est là pour apprendre à se défendre et à se protéger, si jamais un jour on se fait agresser. Non. Mais ça fait mal. Doucement, ça fait mal ça. On n'est pas là pour aller agresser les gens. Donc déjà cet apport moral, je le fais dans les cours. Et c'est sûr qu'à mes enfants, je leur transmets des valeurs qui me sont chères. Et notamment ne pas agresser les autres, c'est clair, ça en fait partie. Enfin, c'est la base de la vie en société. C'est vrai qu'avoir des enfants, ça change... ça nous change profondément. Déjà, on découvre un amour absolu. Mais par contre, je pense que je me vois comme toutes les mamans. Ce que je veux, c'est que mes enfants ils grandissent épanouis et heureux. Bien sûr, en sécurité. Mais c'est pas parce que je suis prof de Krav Maga que je vais être parano ou autre vis-à-vis de mes enfants. Je vais pas les pucer quand ils vont sortir. La méditation, moi tel que je le vis, tel que je m'en sers, c'est un moment pour faire le point sur soi. C'est vraiment complémentaire du Krav Maga puisque les dernières recherches en neurosciences ont montré que de faire de la méditation, au niveau de la plasticité du cerveau, ça joue. Et ça permet notamment, parmi de multiples bienfaits, d'activer une zone, enfin de travailler sur une zone qui aide à la lecture de corps. C'est-à-dire que mon cerveau va mieux interpréter vos micro-expressions, votre posture, tout ça. Et donc, au final, si on pousse tout ça, ça permet de détecter les personnes agressives aussi. La sophrologie, la méditation et surtout la préparation mentale qui relie les deux. Là, effectivement, on va pouvoir aider à gérer ces moments-là sans grimper dans l'escalade de l'agressivité et tout ça. Donc, voilà, le Krav Maga est un support qui peut répondre à beaucoup de choses. Un petit clap. Intense, du fun, inattendu. C'est des gens qui ont envie de se dépenser et qui ont trouvé une activité cathartique. Ça s'est imposé par Nolwenn, donc forcément dans sa vie il y a deux choses, sa vie de mère et de compagne et sa vie de prof de Krav Maga. Et on coupe. Du cut. Non, des choix de cadre pour dynamiser l'action et puis essayer de couper au bon moment pour procurer de l'impact et puis tout en gardant de la fluidité. Et puis au montage, il fallait choisir à l'image près, quoi.
suis photographe, enfin plutôt en amateur quand même. Quand j'ai des idées, des projets, je fais venir des modèles pour leur tirer le portrait. Si je faisais ça professionnellement, est-ce que j'en retirerais le même plaisir? Est-ce que je pourrais faire les mêmes choses aussi? Parce que l'intérêt aussi à faire ça comme ça, c'est que je fais uniquement les photos que j'ai envie de faire. Et c'est pas rien non plus. Ça, en mode je viens de chercher. Ouais, ou en mode copain. Il y a une époque, j'ai essayé de passer un CAP photo en candidat libre. Alors, je n'ai pas eu le CAP, mais enfin, je me suis dit, ce serait pas mal de réussir à refaire des procédés comme ça. On peut télécharger les livres en fait, du 19e siècle et ça aide considérablement en fait, pour l'apprentissage. C'est un procédé qui est d'une assez grande finesse pour l'époque en tout cas, même toujours aujourd'hui encore. On est obligé de le développer immédiatement. Ça sèche très rapidement, c'est à base d'éther et d'alcool. Et une fois que c'est sec, ça devient imperméable. Alors quand ça se trouve, on a la plus belle photo du monde. Et on peut rien en faire. Je vais essayer de... Non mais je vais monter un peu la lumière. Je vais monter un petit peu la lumière. Je voudrais essayer de t'éclairer un petit peu plus quand même. Ouais. Ça va peut-être pas être trop simple, mais enfin on va essayer. Voilà. Bon sinon on va réussir à avoir une image. Ouais, c'est pas mal. Il est quand même assez particulier. Il y a souvent une profondeur dans la plaque de verre également, qui peut rajouter quelque chose, quoi. Pour Francis, son univers c'est assez glauque et lugubre, et du coup on a surtout recréé d'abord des nappes sonores assez angoissantes avec des sons assez gutturaux. C'est des procédés anciens, donc forcément il y a toute la chambre, il y a les grincements de tout l'appareil qui est en bois, donc c'est pas le même rapport à la photographie qu'à la photographie numérique et tout. Grosse galère, bonne ambiance. Rencontre. Bon, on fait comme on peut. Il y avait juste le cadre réal du coup et la personne qui fait le son, qui faisait à la fois perche et enregistrement. Il faut adapter un petit peu l'espace de comment s'organiser d'habitude en fait. C'est que du coup là on a fait des choses qui se passent pas là habituellement parce que c'était plus simple pour nous de filmer, d'avoir des angles de vue qui étaient plus intéressants. Du coup on a dû adapter un petit peu ses habitudes. Ouais, à la base c'était celui qui avait joué dans mon rencontre. Ouais. Et puis c'est vrai que comme on cherchait un sujet, c'était le premier biker entre guillemets que je rencontrais. Et donc du coup c'est vrai que vu que c'est un mec ultra sympa, que d'ailleurs je continue à travailler avec lui, c'était un peu une évidence. Les Klingons c'était pendant le tournage que... Ouais, les Klingons c'était pas arrivé moi, comme vu. ça, tout le temps en train de faire des références à un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Ça fait son charme aussi en quelque sorte.
Donc ça marchait bien. Ouais. C'est sûr. À toi, Rémi. Moi, je pense que c'était le retour de la séquence anticipée, quand on tournait la scène de road trip. Ah ouais, ça c'était quelque chose. Ça. La scène où donc il y a notre motard qui vadrouille dehors. C'était quelque chose d'assez magique. On avait beaucoup de chance avec le soleil qui était dans le ciel, avec simplement la moto sur la route, quoi. Avoir des plans comme ça, c'était vraiment sympa. On savait que la fin, ça allait être le road trip et qu'il y avait un soleil qui était un peu couchant. Avant qu'il parte, du coup, pour faire une continuité, il fallait refaire un coucher de soleil dans son appartement. Regarde, la lumière était avec nous, je pense, pour ce tournage. Ça s'est bien passé. Ouais. Elle est bien ta lumière, Rémi. Merci. Elle est bien. Dans ma vie actuelle, je m'emmerde. Parce que là, j'arrive à faire 2-3 trucs que j'ai envie. Les choses qui me font réellement vivre aujourd'hui, c'est voir ma copine, bricoler et rouler. C'est vraiment les activités fortes autour de lesquelles je me construis. Ce qui fait qu'en fait, quand je fais pas ça, je me fais chier. Et quand je me fais chier, je déprime. J'ai 23 ans et pourtant, je me sens mal à l'aise. Quand je suis entouré de jeunes plus ou moins similaires, mettons, quand j'arrive dans un lycée ou dans une fac. L'autre jour, je suis allé à la fac pour recruter des figurants pour un tournage, je me suis senti grave mal à l'aise. C'est pas mon univers, c'est pas mon type de personne. J'ai vu un mec avec des patchs Iron Maiden dans le dos, mais j'ai couru vers lui. Parce que putain mec, t'es ma bulle d'oxygène. Voilà, je me suis toujours considéré en marge. Parce que j'ai d'autres références, d'autres sources que les gens, et je me suis retrouvé énormément dans le métal. J'ai appris à arrêter de me détester avec le métal. Le métal m'a apporté une certaine force, une certaine volonté face à la vie, de lutter contre les éléments et les problèmes qui m'arrivaient. En étant marginal, je connais aussi les problèmes qui sont liés à ce genre de culture. Je connais la solitude, je connais l'angoisse, je connais les problèmes de famille, je connais le manque, par exemple j'ai pas de père, donc du coup je connais le manque de rapport au père. Je connais beaucoup de choses, et du coup j'aide les gens. Aujourd'hui je fais partie de ma propre culture, que j'ai trouvé mon cercle d'amis, mon cercle de culture, référence Kaamelott, j'ai trouvé ce qui me plaisait, la façon dont je dois mener ma vie qui me plaît, qui m'arrange, et surtout dans laquelle je ne suis pas seul. Et c'est la solitude qui m'effraie, plus que les Klingons. Beaucoup plus que les Klingons. J'imagine que d'être dans le monde de la moto, dans le monde des bikers, dans le monde des hommes en cuir qui passent pour des délinquants, ça me rassure aussi sur un petit côté. Peut-être un côté viril et peut-être un côté communautaire que j'ai pas forcément avec le reste de ma génération. Peut-être le fait d'être avec des motards, ça m'apporte des amis, ça me rassure, ça me solidifie, ça m'apporte des repères. La moto, c'est quelque chose de très particulier, très intime. La bécane, c'est un domaine où je me sens bien, je me sens à l'aise, je me repose. Tu prends un bouquin Harry Potter, je crois que c'est dans le 3e, non le premier, quand Harry vole pour la première fois sur son imbus. En fait, dans le bouquin, ça décrit exactement ce que j'ai ressenti, ce que je ressens à chaque fois que je démarre. Harry s'envole, et c'est comme si tous ses problèmes avaient été laissés derrière. Qu'il y avait une empreinte noire dégueulasse à l'exact endroit où il avait décollé.
C'est-à-dire que lui, tous ses problèmes sont restés sur place, il a fait corps avec son balai pour ensuite voler. Je ressens la même chose quand je démarre ma moto et que je parcours les premiers mètres. Il y a le moi toxique, plein de problèmes et de pensées obscures, qui reste derrière. C'est lui qui crée la relation et le lien, du coup c'est lui qui va axer thématiquement, définir l'histoire que le documentaire doit raconter et comment le raconter. Sur un documentaire, un réalisateur, c'est surtout faire un lien de confiance avec le sujet, en quelque sorte, le protagoniste, la personne. Ça va mettre à l'aise quelqu'un qui n'est pas habitué pour le métier de devant la caméra, quoi. Le vecteur entre le spectateur et le sujet. C'est beau ça. Je pense qu'il y a de l'adaptation dans la fiction live et dans le documentaire, il y a de l'adaptation sur le tournage. La vraie différence, c'est que le documentaire, il y a de l'adaptation avant le tournage. Ouais, c'est-à-dire qu'en découvrant, on n'écrit pas le personnage. Le moment décisif, c'est l'interview, parce qu'à la fois, il faut que ça soit vrai, mais il faut aussi le diriger dans une direction qui nous intéresse, quoi. Je trouve que c'est important par rapport à la fiction, parce que justement, la fiction, on peut être borné après le travail d'écriture en préparation. Sur un documentaire, si tu rates quelque chose d'important, c'est raté quand même. Ouais, c'est toujours compliqué, toujours frustrant. Mais heureusement, parce que si on n'est pas frustré par rapport à ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment investi du travail. Le cinéma, c'est fait pour être vu, c'est fait pour être interprété, être critiqué par définition. Puis on s'y attend à chaque fois, dès qu'on fait un projet, on s'attend à avoir des remarques ensuite, même voilà, comme c'est écrit, bonne ou mauvaise. Après, ça dépend si on parle dans le contexte de la fiction du documentaire. Enfin, après, dans le documentaire, c'est être réactif. Et puis aussi être bien à l'écoute du réalisateur, du coup, parce que c'est lui qui te dit si tu veux un truc plus serré, un truc. Donc, bien faut être un bon binôme, je pense, pour que ça marche bien, parce que sinon, c'est compliqué. Et savoir s'adapter aussi. Parce que quand il y a des changements de lumière, il y a des changements de son, tu vois, ça aussi. Enfin, le son, c'est pas trop notre problème, mais quand même. Les ombres, les lumières, les trucs dans le jeu. La mission du chef opérateur prise de vue, pour moi, c'est de prendre les intentions du réalisateur, ce qu'il veut faire passer, et pouvoir l'adapter sur le moment en fonction de ce que les gens font. En fiction, tu réfléchis beaucoup en amont, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment sur le moment que tu vois les choses, tu te dis tiens, ça c'est beau, ça c'est signifiant ou pas dans le documentaire. Le cadreur ou l'opérateur prise de vue du coup sur le documentaire est souvent moins assisté aussi qu'en fiction. Souvent, en fiction, tu as un assistant opérateur, un deuxième assistant, un troisième, ça dépend des tournages. Souvent, en documentaire, c'est assez fréquent d'avoir des équipes quand même vachement réduites. De 3 personnes. Ouais, voilà, donc faut savoir aussi faire pas mal de choses et s'adapter, être flexible pour vraiment s'adapter à la situation, plus qu'en fiction où tout est déjà préparé, quoi. On fait un clap ? Ouais. Tu le fais, s'il te plaît ? On le fait ensemble. Vas-y. C'est beau. J'ai une seule réponse. Avec un fusil. Chargé. Je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses et essayer de comprendre d'abord son point de vue. Bon, je préfère un réal qui va être un peu chiant et discuter tous tes choix. On balance la pub, les gars ? Ouais. Allez, prenez la pub là. Une fonctionnalité. Une fonctionnalité ou un effet ? C'est quoi une fonctionnalité ? CTRL Z, ah bah ouais, j'ai entendu là-bas, ça chuchotait, ça c'est sûr, ça ne peut pas se passer. Copier-coller les attributs. Ah ouais. Ça c'est bien cool. Ah ouais. Il n'y a plus qu'une question ? Tu prends la dernière ? Oui.
Oui. Je pense que le docu, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est le pire truc Ouais. à monter pour un C'est monteur, ça. non? Ouais, vraiment. T'as 5 heures de rush, tu dois faire un Mais truc quand de c'est 5 fini, minutes. t'es encore plus fier du truc. Oui, par contre. On s'est retrouvé au montage avec des tonnes de rush parce que du coup on filmait tout ce qu'on voyait et on s'est dit qu'on va maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est une très bonne expérience. Ouais. Venez à Ciné Gratis. Ou pas. Monter des documentaires. On doit dire que oui. Pardon. Désolée, putain, il reste que des places pour faire le making of. Enfin voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais enfin essayer de faire un truc vraiment cool. Il faut le making of. Une backlight et voir, je sais pas si on met quelque chose, limite. Il y a des questions qui s'affichent sur un écran et du coup ils sont censés répondre un peu à plusieurs, c'est en mode déconne et éventuellement tu as un switch pour passer la question si la question est trop conne ou tout genre. Après c'est assez drôle, c'est un concept qui avait marché sur Canal+, après voilà. En vrai c'est bien. On a été sélectionnés sur les 8 projets de base. Ouais. La ligne directrice, c'était clairement d'apporter, déjà de faire quelque chose qui parlait de documentaire étudiant. Une chaîne dédiée principalement aux étudiants, mais que ce soit collégiens, lycéens, et puis nous en études supérieures. Et donc pour ça, on a discuté avec l'équipe bande-annonce, l'équipe des interviews, on a réglé tout ça ensemble. Décrivez votre expérience en 3 mots. Intense, compliqué, inattendu. Alors au workshop, moi je suis en montage des interviews, donc c'est assez chaud aussi parce qu'on a eu beaucoup de tournées, donc à monter ça prend beaucoup de temps également. Plaisir, équipe, amitié. Alors je dirais imprévisible, amical. Du coup j'ai d'abord Léa, donc elle je sais qu'elle est en train d'écouter en ce moment, elle est en train de gérer justement le contenu des interviews, voir ce que j'ai sélectionné convient, pour que le public comprenne justement les idées qui sont transmises, puisque chaque interview illustre un documentaire particulier. Et mai, parce que j'ai pas de troisième ligne. Et on devait chercher une couleur qui était plus proche de notre thème, quelque chose de plutôt organique, donc on était plus dans les rouges, sans être trop dans le sanguin, donc on est dans un rouge un peu plus violacé, un peu plus bleu. Voilà. Alors là, nous, on est en train de faire le dossier de presse. Donc ça sert à présenter toute la chaîne qu'on est en train de faire, mais donc de manière papier. Du coup, je fais une affiche pour les portes ouvertes et présenter la chaîne. Workshop, je suis ingé son. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est prise de son, choix des micros, etc. Et en post-production, du coup, sur les ordis, je m'occupe de tout ce qui est mixage, donc nettoyer le son, monter le son aussi de temps en temps, et puis mettre des filtres, donc enlever certaines fréquences sur les sons. Les points d'exclamation quand vous mettez de la voix dans le bug. Comment est-ce que l'on survit quand on est enfermé pendant 3 jours de montage avec un réalisateur plus ou moins docile? Ça dépend du réalisateur. C'est bien, ça donne vraiment 2 rendus totalement différents. Ça c'est cool. Parce que du coup, t'as vraiment 2 ambiances complètement.